Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup d'être là pour la dernière séance, heureusement ou malheureusement, du séminaire Beyoncé, représentation, inclusion, trahison, opportunisme et diversité. C'est Joël qui va se charger de l'introduction de cette séance sous la forme d'un bilan du séminaire et de ce qu'on aura vu. Et c'est un honneur de recevoir nos deux invités, qui sont Pénélope Zhang. Vous avez écrit une thèse soutenu en 2017 sur l'autonomisation de la culture afro-américaine dans les arts et les médias contemporains, avec 3 figures proéminentes, Kara Walker, Michelle Obama et Beyoncé. Et Vincent Frédéric Colombo, vous êtes cofondateur du collectif artistique interculturel La Créole, et accessoirement aussi, vous êtes casting director, DJ et designer. Euh, Comme précisé, donc, Joël va introduire la séance, 2 interventions ensuite, et ça sera ouvert à la discussion si vous avez des questions, des élargissements ou des volontés d'élargir le débat. Joël, c'est à toi. Merci Victor. Donc Beyoncé, nuance d'une école culturelle. L'objectif que nous étions fixés en préparant ce séminaire était celui donc de questionner les dynamiques sociopolitiques et artistiques contemporaines par le prisme d'une personnalité que nous connaissons tous et toutes d'une façon ou d'une autre, qui est Beyoncé. Donc, pour ceux qui ont participé à toutes les séances, nous avons abordé les questions d'appropriation, les questions de citation et de référence, le féminisme pop, les afroféminismes, la musicologie, et aujourd'hui nous aborderons la représentation. Il sera ce soir encore question d'offrir une lecture scientifique et rigoureuse de son œuvre, en assumant donc une perspective encore peu répandue au sein des structures disciplinaires françaises, qui est celle des Cultural Studies. L'ambition était en outre de se saisir de ce vaste champ d'études qui a essaimé depuis une quarantaine d'années déjà, outre-Atlantique, et dont les ramifications n'ont d'égal que son influence désormais établie. Prochaine slide. Et les séances précédentes ont évidemment évoqué les éléments cardinaux de nos champs disciplinaires, que sont, comme vous pouvez le voir sur la slide, la sémiotique, la sociologie de la culture, la philosophie, les études politiques, la littérature par ailleurs. Mais les Cultural Studies ont constitué un espace de réflexion pertinent au regard du savant croisement qu'ils opèrent entre philosophie contemporaine, histoire de l'art, sociologie, de la culture, littérature, études politiques et bien encore. Elles sont déclinées, comme on voit sur la slide, en convocation des idéologies et politiques de l'esthétique pour la philosophie contemporaine. La sociologie de la culture nous a poussé à aborder les questions de culture de masse et de culture populaire. En sémiotique, on a vu en première séance les mythologies. En littérature, tout au long du séminaire, nous avons abordé les questions inhérentes à la littérature contemporaine africaine-américaine. En études politiques, nous avons questionné les études féministes, autant pour moi, et les mouvements sociaux. Et aussi, en séance inaugurale, nous avons essayé d'introduire Beyoncé par le classicisme occidental dans l'histoire de l'art. En d'autres termes, et comme l'ont annoncé certains médias dans un ton très journalistique, le pari était aussi quelque part d'enclencher une réflexion sur la considération d'une démarche moins réfractaire vis-à-vis de ce que les chercheurs et chercheuses américaines ont voulu théoriser sous le nom de French Theory. Et la question, donc, à la fin de ce séminaire, c'est est-ce qu'on va vers une réappropriation ou une redéfinition de la French Theory? Moi, je dirais difficile à dire. Cependant, tout au long du séminaire, ensemble, on a cherché, analysé, on a réfléchi et produit des clés de lecture qui étaient donc au cœur de cet exercice que Victor, Valentine et moi avons construit. Tout ceci n'a pu se faire qu'en assimilant donc, et adhérant à la proposition pertinente de Stuart Hall, qui, reprenant Louis Althusser, reconceptualise l'idéologie et la place au cœur de toute démarche en Cultural Studies. L'idéologie permet donc d'identifier les dynamiques de pouvoir par le truchement des représentations et l'organisation des rapports sociaux. Ces dynamiques de pouvoir étaient au cœur de la séance inaugurale avec Richard Memto, où nous avons exploré la double hégémonie qu'évoque la figure de Beyoncé,
Une première a été de questionner les moyens et méthodes qui lui permettent de garantir une production visuelle et musicale continue, à l'instar des camps d'écriture. Et une deuxième moins explicite qui était celle de la difficile incarnation des performances de Beyoncé par la performativité drag. Le lien entre pouvoir et représentation était le sujet de la deuxième séance sur la rhétorique de l'image et du jeu des références. Les deux séances sur le féminisme ont permis donc de discuter, mais surtout de nuancer le simple qualificatif de féministe collé à Beyoncé depuis la prestation donc de 2014. Celle sur le féminisme pop a été l'occasion d'historiciser cette mouvance encore récente du féminisme résultante de la rencontre entre culture populaire et revendications féministes. Désormais omniprésent, ce féminisme à la carte qui dépend plus de la personnalité des célébrités que qui le porte, autant pour moi que des idées militantes et universitaires, n'a pas toujours convaincu les franges académiques et universitaires des courants du deuxième tournant. Dans ce contexte, la critique terroriste formulée par l'auteur et universitaire Bell Hooks s'est plusieurs fois imposée durant les séances comme centrale dans la différenciation de ce féminisme pop avec les Black Feminisms, ainsi que dans la dénonciation des mises en garde de ce féminisme pop au regard des idéologies dans lesquelles elle s'insère, confère les idéologies de Stuart Hall. Ensuite, la séance précédente, nous sommes revenus sur les syncrétismes dans l'album visuel Lemonade, où la convocation des sonorités du sud des États-Unis nous ont permis justement d'explorer les mécanismes usés par Beyoncé pour exprimer sa sororité vis-à-vis sa sororité et sa libre disposition, sa libre expression publique et son identité afro-américaine. Aujourd'hui donc, pour cette dernière séance, nous allons nous inscrire dans un schéma similaire. Nous vous proposons une interrogation des représentations et leur légitimité dans l'œuvre de Beyoncé Knowles. Aidés par l'expertise de nos deux invités et munis de nos propres outils analytiques, nous allons procéder à une forme de décryptage des productions visuelles et musicales. Il sera question d'analyser les mécanismes utilisés par Beyoncé pour se représenter, comprendre, représenter les histoires qui sont derrière ses origines, mais aussi pour représenter dans le sens d'incarner les cultures des marges. Et en ce sens, la cérémonie des Grammy Awards qui s'est récemment tenue à Los Angeles est une formidable porte d'entrée. Donc voilà. Vous avez compris, on introduit cette séance avec une revue de presse, avec la cérémonie donc, des Grammy Awards et la multiplication des annonces sur le caractère historique du nombre de victoires remportées par Beyoncé. À cet effet, je me suis proposé de faire une revue de presse qui fait le tour des grandes publications françaises, anglaises et américaines, qui ont permis donc d'appréhender la réception de la cérémonie et du énième échec de Beyoncé à remporter la prestigieuse récompense de l'album de l'année. Le constat est clair, il y a deux tendances qui se dégagent, les médias qui célèbrent le record historique et les médias qui donnent une coloration représentationnelle à l'attribution des récompenses. Le Time donne le ton dès son titre, l'histoire de Beyoncé et des Grammys sur la discrimination des femmes noires. Dans l'article, on peut lire, entre autres, prochaine slide. Parmi les émotions, il y avait la colère, la frustration et la résignation face à l'habitude de la Recording Academy de négliger les artistes noirs et plus particulièrement les femmes noires dans cette catégorie majeure. Donc pour moi, dans le cas de Beyoncé, chacune des 4 fois où elle a été nominée pour l'album de l'année, elle a perdu face à une artiste blanche dont l'album était moins significatif culturellement que le sien. Le New York Times, qui enchaîne avec le statut de Beyoncé à la fois favorite des Grammy Awards et perdante sur les projecteurs de la cérémonie, a mis en évidence la relation complexe que l'industrie du spectacle entretient avec la musique noire contemporaine. Le Washington Post a ajouté dans un second article consacré à la réception de la récompense de l'album de l'année par Harry Styles, No shades to Harry Styles, but Renaissance house music dance party that celebrated cultures on the margins should have been undeniable. Le temps est donc donné. Pour certains de ces médias, il existe un lien à faire entre représentation et pertinence d'une production musicale. En clair,
Beyoncé mérite la prestigieuse récompense de l'album de l'année parce qu'elle offre une tribune mondiale à une culture marginale et stigmatisée. Le sujet est bien évidemment plus complexe que ça au regard de l'histoire de l'industrie musicale aux États-Unis. Ceci me permet donc d'aller vers un moment fort de la cérémonie où Beyoncé, en recevant le 4e prix de la soirée, déclare dans un émouvant discours, I had like to thank the queer community for your love and for inventing the genre. Bon, attention, ne m'attaquez pas, je ne suis pas responsable de la contradiction avec le concert à Dubaï. Et donc, des médias à Beyoncé, on retient 2 choses. La représentation est mouvante, complexe et politique. Elle est depuis le postmodernisme une partie intégrante des rapports sociaux et permet d'une part de lire le processus de domination. Beyoncé, en raison de son identité, est sujette elle-même à représentation dans une industrie encore contrôlée par une élite blanche et masculine, mais aussi porte-étendard des représentations comme elle l'affirme dans ce discours. Les chercheurs en post-colonial studies, subaltern studies et cultural studies se sont longuement attardés sur ces significations politiques de la représentation. C'est donc un concept critique que nous nous proposons de définir. Qu'est-ce que représenter ? En ce qui nous concerne, on s'inscrit dans une logique spivakienne, si on peut le dire, et représenter peut se lire en 2 temps. Le premier qui est le Vertretung, se mettre à la place de quelqu'un, marcher dans ses chaussures, en gros, exprimer les besoins et les désirs de quelqu'un ou de quelque chose. Et le deuxième est le Darstellung, qui signifie représentation. Et l'illustration parfaite de ce Darstellung, c'est le contexte économique où aux objets sont adossés des valeurs. Cette tentative de définition de la représentation introduit les nuances et les interrelations qui existent entre parler pour, représenter et parler au nom d'eux, chacun renvoyant à des réalités bien spécifiques. La figure de Beyoncé fait surgir donc un vieux débat des cultural studies que nous allons aborder. C'est celui de qui parle, pour qui, sur quoi et surtout à quelle fin. Dans un contexte où ce sont les groupes dominés qui ont besoin de contrebalancer les rapports de pouvoir par des efforts de représentation, est-il pertinent d'accorder la primauté des efforts de représentation à ces groupes-là ? La question est infiniment plus complexe selon Spivak, qui dans son ouvrage « Les subalternes peuvent-elles parler ?», se demande aussi si les non-subalternes peuvent-elles parler. En effet, une lecture donc post-structuraliste, vous avez compris qu'on est dans cette optique-là, qui essentialise les discours opprimés est tout aussi dangereuse que le silence des groupes dominants qui sont au fond détenteurs des leviers d'empuissancement et de désempuissancement. C'est encore à la prochaine slide. C'est grâce à Ella Shoah, autant pour moi, qui exprime dans cette citation que j'ai voulu montrer, la politique de l'identité appelle à l'autoreprésentation des communautés marginalisées et à parler pour soi-même. Si les études féministes, gays, lesbiennes et postcoloniales post-structuralistes ont souvent rejeté les articulations essentialistes de l'identité, ainsi que les déterminations biologistes et transhistoriques du genre, de la race et de l'orientation sexuelle, elles ont en même temps soutenu les politiques de discrimination positive, implicitement fondées sur les catégories mêmes qu'elles rejettent comme essentialistes. Cela conduit à une situation paradoxale dans laquelle la théorie construit les mythes totalisants tandis que le militantisme les nourrit. Pour revenir à Beyoncé et aux différents débats qui ont succédé à ces albums The Lion King ou encore Renaissance, 2 dilemmes à la forme interrogatoire. Sur The Lion King, une mise en image artistique parfois essentialisante de la diversité des populations africaines ou une perpétuelle représentation de l'Afrique par des indices comme le PIB ou les IDH des institutions internationales. Première question. Sur Renaissance, rendre hommage à une culture queer ballroom prolifique ou laisser proliférer les actes homophobes et transphobes qui se multiplient par la normalisation des discours conservateurs. Deuxième question, auquel je sanctionnerais un gros à méditer. Slide. Et donc, pour moi, la plume d'Amin Maalouf apporte une dimension nouvelle à cette question qui est celle de l'échelle
Et dans son ouvrage Les identités meurtrières, à la page 161, il affirme une idée qui mériterait d'être reprise dans un cadre plus large, puisque toute la planète peut aujourd'hui avoir accès aux mêmes images, aux mêmes sons, aux mêmes produits. Ne serait-il pas normal que ces images, ces sons, ces produits soient représentatifs de toutes les cultures, que chacun puisse s'y reconnaître et que personne ne s'en estime exclu? Tous ces éléments, à savoir la représentation, le positionnement, les rapports de domination et surtout l'échelle, je l'espère, seront évidemment abordés ce soir par nos invités à qui je laisse de ce pas la parole. Merci. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'appuyer sur mes petites notes. D'abord, je vais me présenter. Dans ma présentation, je vais m'avancer sur le sujet. Je ne sais pas si j'ai traité la question de la représentation, d'inclusion, trahison, mais j'ai compris personnellement que je devais montrer si Beyoncé était dans une stratégie parfois d'appropriation ou de vol. Donc j'ai essayé d'aller dans ce sens-là. Okay. Donc, je suis docteur en littérature. J'ai également un master 2 en études culturelles et j'ai aussi une maîtrise de lettres modernes. Donc, je ne me suis pas trop posé de questions, j'aimais la littérature, sauf qu'il se trouve qu'à partir de la licence 3, mon directeur à l'époque directeur de recherche avait senti que j'étais fascinée par tout ce qui est culture de l'ailleurs, etc. Donc je suis partie tout de suite dans des orientations, on va dire, en littérature comparée. D'abord, je suis vraiment agréablement surprise par l'introduction que je viens d'entendre, parce qu'à l'époque, lorsque j'ai commencé mes études en Master 2, donc en études culturelles, on n'était pas nombreux et on n'avait malheureusement pas les études culturelles étaient connues à l'extérieur, mais en France, c'était, enfin même pour moi, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train d'étudier? Donc, j'avais été recommandée par mon directeur de recherche, on était 3 ou 4, on venait avec une bourse d'études, on avait une forme de pression, on représentait notre université, on représentait des années de formation assez soutenues, et donc on se demandait ce qu'on allait étudier. Mais on avait déjà appris, on avait été d'une certaine façon été formés au postcolonialisme, les postcolonial studies, restait à découvrir les cultural studies. Donc j'ai beaucoup entendu parler dans cette introduction de tout ce qui parle des cultural studies. Moi ça me touche énormément, surtout que c'est à Paris, c'est dans une grande institution et j'espère que ces études-là vont prendre de l'ascendant vraiment en France. Et je vais peut-être y revenir à la fin. Donc, dès ma licence 3, j'ai été exposée à la littérature comparée. Elle m'a permis d'avoir une vue globale de la littérature et par extension du monde textuel. Donc, on va dire que ma manière de dire l'ensemble culturel, qu'importe son support. Donc, pour moi, je trouvais légitime, par exemple, plus tard, de travailler aussi bien sur une pochette de disque que sur une peinture, que sur une œuvre littéraire. J'ai compris que tous ces éléments-là étaient des textes. Tout était matière à étude. Il n'y avait absolument pas de distinction pour moi entre un livre, par exemple, de Proust, une peinture de Van Gogh et, je ne sais pas, toute autre œuvre culturelle. Donc, j'ai ainsi appris à voir une sculpture, une chanson, une pochette de disque, un livre comme des objets à analyser de la même façon. J'ai trouvé par les Cultural Studies une méthodologie ouverte qui m'a autorisée à légitimer mon métissage méthodologique des supports. Ainsi, j'ai soutenu ma thèse en 2017 sur le thème de l'autonomisation de la culture afro-américaine dans les arts et médias contemporains. Pendant 5 ans, pendant que mes amis travaillaient sur des sujets très littéraires, j'avais la chance, le bonheur de traiter de sujets dits ouverts. Le monde m'offrait des éléments à analyser. Cependant, je devais veiller à ne pas tomber dans la facilité analytique
et à trouver suffisamment de matière théorique pour expliciter mes dires. J'ai pu lire dans cette optique près de 500 textes pour construire un travail qui ne souffrirait d'aucune minimisation. Cela ne fut pas simple. J'ai d'abord supprimé Oprah Winfrey de mon corpus, car résidant en France et sans bourse, ce n'était pas possible d'obtenir des vidéos de son fameux talk show de l'époque. J'ai aussi dû me heurter à la très faible denrée en ce qui concernait une autre personnalité de mon corpus, qui était Kara Walker. En revanche, mes deux autres figures proéminentes, que sont Michelle Obama et Beyoncé Knowles, étaient continuellement sous les feux des projecteurs. Même en faisant ce beau constat, je devais tout de même bâtir une bibliographie presque à partir de rien, et ça, ce n'était pas simple du tout. Donc, lorsque j'ai fait ma thèse et que j'ai décidé de travailler sur Beyoncé, j'ai trouvé énormément d'éléments. Mais lorsque vous trouvez des éléments sur YouTube, lorsque vous trouvez des éléments sur Tumblr, ou sur je ne sais pas quel site, ou sur quelle page sur YouTube, peu importe, vous devez les vulgariser, enfin, vous devez les légitimer. Parce que d'une certaine façon, aujourd'hui, on a ce merveilleux séminaire à l'ENS, mais ce n'était pas légitime pour beaucoup. Moi, lorsque je venais présenter mon sujet de thèse, lors de moments comme, voilà, on échange en public pour parler de notre thèse, mais littéralement, les personnes rigolaient en me disant « mais toi, en fait, à la fin, tu chantes du Beyoncé, enfin, c'est la cool, quoi ». Alors que donc, j'ai dû, pour empêcher qu'on ne minimise mon travail, faire énormément de French theory derrière, pour qu'on ne vienne pas dire que j'ai pris des raccourcis. Donc pour en venir à Beyoncé, je dirais d'abord que je ne suis pas de la Beehive. J'apprécie la communauté afro-américaine. J'ai une dette personnelle envers elle. Je me sens portée par ses luttes, ses chagrins, ses victoires. Je me rends compte à présent que mes études ont souvent porté sur des personnalités féminines américaines, ou plus précisément noires américaines. Cela n'était pas d'abord une visée. Je me suis retrouvée dedans, fascinée par les luttes des droits civiques, l'annexion sans borne de la dite communauté afro-américaine dans les domaines culturels, intellectuels et politiques. J'ai pu y puiser une force pour avancer dans ma vie personnelle et une inspiration. Ça, c'est la partie qui est très importante pour moi parce que peut-être comme moi, vous avez d'abord, enfin, il y en a ici qui font des études par passion. Vous ne vous posez pas trop de questions, c'est aussi une erreur. Il faut être un petit peu calculateur. Mais dans mon cas, je me suis posé des questions en arrivant en Europe. J'ai découvert que j'étais noire. J'ai découvert que j'avais un corps différent. J'ai découvert que j'appartenais à une culture différente. Et ça m'a questionnée. Donc tout de suite, les études que j'ai faites, les sujets que j'ai choisis, ce sont tout de suite, d'une certaine façon, devaient servir en fait à m'expliquer ma propre place dans le monde. J'ai choisi des études de manière à pouvoir me comprendre et à me connaître. Okay. D'où le fait d'avoir utilisé comme prétexte, d'une certaine façon, un beau prétexte, la culture afro-américaine, parce que je trouvais que les Afro-Américains, que ce soit en littérature, dans la musique, dans les arts, peu importe, avaient cette agency, cette pouvoirisation, je ne sais pas comment le traduire en français. J'ai cru entendre tout à l'heure empuissancement. Ok. J'ai jamais réussi à trouver la bonne traduction pour ça. Mais il parle beaucoup d'agency, c'est-à-dire de trouver vraiment la force, le pouvoir d'agir, ok, dans la culture afro-américaine. Donc c'est pour ça que j'ai étudié Beyoncé. C'était pas parce que nécessairement j'aimais beaucoup sa musique, même si depuis que je suis adolescente, je trouve qu'elle est merveilleuse. Je trouve qu'elle a des musiques qui nous transportent. Je trouve qu'elle a des paroles qui nous portent, surtout en tant que femme. Mais c'était d'abord parce que la culture afro-américaine, moi, me fascinait. Donc, fascinée par cette culture, j'ai épuisé ma force. Ok ? La musique de Beyoncé a réellement un impact sur son public. Et c'est ça aussi que j'ai voulu analyser.
Pour en venir au sujet que je dois traiter, je dirais que je l'évoque déjà dans ma thèse en 2017. Donc, ma thèse est en ligne et c'est 400 et quelques pages. C'est quand même beaucoup d'éléments sur Beyoncé. Je pense même que parmi les 3 figures que j'analyse, c'est celle qui a le plus de matière. Bon, malheureusement, je ne peux pas résumer tout ce que j'ai traité, mais je pense que vraiment, ça vaut le coup d'œil. Je ne le dis pas pour me jeter des fleurs, ça vaut le coup d'œil. Vraiment, sincèrement, c'est beaucoup, beaucoup de nuits blanches. J'avais relevé qu'il y avait une pratique de mimétisme déjà à l'époque, lorsque j'étudiais, pour ne pas dire d'appropriation culturelle chez Beyoncé. Entre vol et influence, il n'y avait pas souvent de différence. Beyoncé a toujours su prendre ce qu'elle voulait chez tel ou tel artiste. Elle a cette capacité à emprunter et à recréer. Elle prend et elle dépossède l'origine. Elle arrive à se montrer finalement comme étant l'artiste premier. C'est-à-dire que Beyoncé, elle est assez futée pour pour emprunter à un artiste, ou même parfois pour voler, et pour, d'une certaine façon, je ne dis pas qu'elle vole, allegedly, hein, entre parenthèses, d'une certaine façon, elle prend chez des artistes, mais au final, elle se le réapproprie. Elle rajoute quelque chose qui finalement fait que le texte premier gagne en ossature. Elle lui donne un poids. Donc elle prend et elle dépossède l'origine. Elle arrive à se montrer donc comme étant le premier artiste. On le voit avec son récent succès de Break My Soul ou avec la chanson polémique de Church Girl. Dans les deux, moi, je ne traite absolument pas les textes. Là, j'improvise sur les récents éléments, tout simplement parce que j'ai beaucoup traité sur les derniers albums Lemonade, Beyoncé dans ma thèse. Là, je reviens vraiment sur les toutes dernières chansons. Dans Church Girl, elle sample un groupe de gospel qui est super connu. Et dans Break My Soul, pareil, elle emprunte aussi. C'est totalement un chant qu'elle reprend. Mais le public ne le sait pas. Combien d'entre vous savent la plupart du temps que Break My Soul est peut-être une reprise ou que Church Girl est samplée par un groupe de gospel? Elle n'en fait pas du tout, elle ne les présente pas, elle ne les honore pas publiquement, mais souvent, derrière, on sait qu'il y a peut-être eu des petits arrangements, mais elle n'essaie pas de faire une sorte de reconnaissance de ces personnes-là. D'accord? Je n'ai pas l'impression qu'elle le fait. Peut-être en arrière-plan, il y a des chèques qui circulent, mais ce n'est pas exactement ce qu'elle fait. Donc, ceci m'avait d'abord ennuyé dans cette forme de « je prends, je ne reconnais pas », cette sorte de vol de l'œuvre d'un autre artiste. En tant qu'Africaine, j'attache une grande importance au bien africain. Donc, voir Beyoncé copier par exemple les danseurs de Tofo Tofo dans Run the World ou emprunter le style Afrobeat dans Grown Woman, on peut encore citer ces références au niveau même du maquillage, du style à l'africaine qui rappelle un peu la croyance Oshun du Nigeria. Donc tout cela, ça m'exaspérait un peu. Je me disais, mais elle n'est pas africaine quand même. Elle a grandi, c'est bon, tu as grandi à Houston, ne viens pas nous dire que tu connais Oshun, que tu connais vous voyez, les 3 dots qu'elle met souvent dans la culture africaine, dans ma culture. Lorsqu'on les met, c'est pour des mariages, c'est pour des cérémonies, et ça a une signification forte. Ce n'est pas des choses qu'on met comme ça pour faire un clip. Donc moi, j'étais assez exaspérée à l'époque lorsque je voyais ça. Je voulais préserver d'une certaine façon l'Afrique d'une forme de pillage de l'Occident. Parce que pour moi, finalement, à l'époque, Beyoncé était avant tout américaine, donc elle était occidentale. Je devais toutefois reconnaître qu'elle avait aussi le droit de valoriser ce côté noir en elle, de revendiquer. J'étais qui pour dire à Beyoncé, tu n'as pas le droit de prendre cette partie de l'Afrique en toi. Nul ne peut se targuer de dire que Beyoncé n'est pas noire. De plus, nous redirons qu'elle est créole, presque blanche d'ailleurs, et qu'elle a pour ainsi dire, de par ce fait biologique, une appétence pour le métissage, pour l'ouverture culturelle. Dont Beyoncé ne copie pas, elle puise dans le vaste village planétaire dans lequel elle vit la matière à fermenter sa créativité.
Aucun artiste ne survit sans se renouveler, sans être influencé. C'est toute la beauté et la richesse de la littérature comparée d'ailleurs que j'étudie, que d'avoir à montrer les passerelles entre différents artistes, leurs influences. Je voulais quand même revenir sur le point que j'ai évoqué. J'ai étudié la culture afro-américaine, je suis très portée sur les Africana Studies et les Afro-American Studies, dont la notion de race est très importante dans mes études. Je sais que ce contexte, cette notion est très problématisée en France, mais aux États-Unis, par exemple, lorsque vous parlez de race, c'est totalement normal. Il y a la race blanche, il y a la race noire. En France, le mot race est interdit littéralement. C'est une injure, c'est aberrant au point de vue anthropologique. D'accord? Mais lorsque je vais parler de race, ne me sentez pas du tout offusqué, c'est simplement que j'emploie ce mot du point de vue anglo-saxon. Lorsque j'ai découvert que Beyoncé n'était pas simplement une femme, d'une certaine façon, qu'elle n'était pas seulement noire, mais qu'elle était aussi occidentale, j'ai pu comprendre, comme d'une certaine façon, on l'a dit en entrée de jeu, qu'elle était aussi occidentale. D'accord? Donc elle commençait aussi à faire un jeu de pouvoir et de réappropriation parce qu'elle est sur le champ musical, elle est en territoire conquis et qu'elle est aussi une femme forte et puissante. Dans un monde ouvert où les interactions se sont multipliées, les artistes sont plus proches de leur fanbase. Ils créent des œuvres qui répondent à leur public. Ainsi, alors que l'Amérique est aux prises avec les difficultés du travail en période post-Covid, Beyoncé flaire par exemple l'opportunité du sujet de la démission et en fait un tube, donc c'est le fameux Break My Soul. Donc on voit encore que là, elle n'est pas du tout une artiste qui est dans sa tour d'ivoire, elle écoute, elle flaire les opportunités pour dire mais qu'est-ce qui peut quand même fonctionner là? Si en ce moment on parle beaucoup de démission, les gens, pourquoi ne pas faire une chanson dans ce sens? C'est une artiste qui est opportuniste, avec des guillemets, mais elle le fait aussi comme bien d'autres artistes pour dénoncer mais aussi rester relevant dans un monde qui passe vite, enterre vite. Sa longévité dans le circuit tient aussi à cet autre sens qui lui permet de se régénérer. Dans cet autre sens, on va comprendre le sixième sens, qui lui permet de se régénérer et à saisir les opportunités. Mais on n'ira pas jusqu'à dire qu'elle surfe sur le creux de la vague, parce que Beyoncé s'est aussi initiée des tendances. Donc, elle n'est pas simplement là pour flairer les opportunités, pour emprunter et parfois pour voler certaines choses, parce que je suis désolée de vous choquer, mais oui, Beyoncé vole parfois à des musiciens. Il y a énormément d'histoires là-dessus. Vous regarderez le dernier débat entre Beyoncé et Kelis, d'accord? Donc, c'est une artiste qui, ne l'oublions pas, est aussi devenue une femme d'affaires. Elle doit être un peu sur tous les fronts pour ne pas s'attirer les foudres. Donc, dernièrement, on l'a vu, elle a fait son premier concert après plusieurs mois et c'est la communauté LGBTQ+, qui a sourcillé. Donc, vous voyez que c'est compliqué. Elle se situe sur un champ musical où elle est leader et en même temps, elle essaie de contenter tout le monde et en même temps, elle a envie d'être relevant. Donc, des fois, c'est un petit jeu de j'avance, je recule, j'avance, je recule. Donc, dernièrement, on lui propose 40 millions de dollars pour inaugurer une salle. Elle n'a pas besoin d'argent, mais elle en a quand même un peu besoin. Elle n'a pas envie de frustrer la communauté LGBTQ derrière, mais en même temps, elle a envie de montrer qu'elle n'a pas besoin de la communauté LGBTQ pour exister, parce qu'elle est aussi une femme avant tout, et une femme noire aussi. Elle est aussi une maman, elle n'est pas que quelqu'un qui va défendre les grandes causes. Non, c'est toujours un petit peu aussi une question de positionnement sur le champ. Donc, Dubaï est une terre ouvertement homophobe, et la base gay est très forte dans la Beehive. Donc, lorsque je parle de Beehive, je parle vraiment de vous, probablement des fans de Beyoncé, ou de certains d'entre vous. La Beehive, ce sont des personnes qui, par exemple, si je poste quelque chose qui n'est pas en faveur de Beyoncé sur Twitter, à la fin de la journée, j'ai peut-être perdu mon travail parce qu'ils sont énormément, ils sont très présents et ils sont très forts. D'accord? Donc, ceci montre que l'artiste
Beyoncé doit souvent jongler, mais aussi savoir saisir des opportunités financières ou simplement des occasions d'exister en chant. On dira donc que Beyoncé se fait des agendas parfois ciblés qui ne laissent rien au hasard. Les dates de ses tournées sont choisies avec soin, dont aucun couac n'est toléré. Il y a des enjeux financiers et d'influence. Lorsque je parle de date, c'est par exemple d'annoncer des concerts au mois de février. Et au mois de février, vous savez qu'aux États-Unis, c'est le Black Month. Donc c'est un moment important pour les Afro-Américains. Elle ne fait rien au hasard. Elle choisit très bien ses dates pour pouvoir faire des concerts ou pour annoncer de futurs événements. Si Beyoncé est une artiste appréciée de tous les groupes, elle est principalement en train de faire des choix assez communautaires. Et ça, c'est un tournant qu'elle a pris ces 5-6 dernières années. La création d'une icône maternelle qu'elle perpétue depuis qu'elle est maman de jumeaux s'inspire de l'image, comme je le disais, de la femme noire africaine, une Oshun sensuelle. Elle a aussi porté ses choix sur des chansons différentes. D'aucuns disent méchamment qu'elle n'a plus sorti de bons morceaux depuis 2013, date de sortie de son album Beyoncé. Car avant, Beyoncé dansait et chantait, aujourd'hui elle parle. Elle nous force à l'entendre, par exemple dans Flawless. La chanson Flawless est une chanson où elle sample un texte connu de Chimamanda Ngozi Adichie, Nous sommes tous des féministes. Aujourd'hui, elle est d'une certaine façon affranchie des codes, elle n'a plus rien à prouver, elle force maintenant son auditoire à l'écouter. Donc, elle n'a plus nécessairement envie de chanter des chansons où elle se trémousse, etc. Elle a envie de faire passer des messages un peu plus importants. Donc, elle nous force à l'entendre dans Flawless lorsqu'elle évoque le féminisme. Elle nous force à l'entendre dans Brown Skin Girls lorsqu'elle parle des femmes au teint foncé. Elle nous force à l'entendre dans d'autres titres dédiés à la cause noire. Donc, tout ceci se fait toujours par le moyen d'un visuel qui détonne, qui montre son charmant corps changé par la maternité et qu'elle ne se fatigue plus à présenter pour le public. Donc, avant, elle avait cette rigueur au niveau du corps, cette présentation qui lui imposait des régimes assez drastiques. Aujourd'hui, elle est un petit peu, j'ai le droit de me reposer, j'ai le droit de faire une pause, j'ai le droit aussi d'affirmer et d'afficher aussi un corps de mère qui change. Un corps qui s'affranchit des codes de la minceur exigée. Beyoncé souhaite être libre, elle souhaite imposer ses règles. Enfin, nous dirons que Beyoncé ne cherche plus à se faire connaître. Elle a atteint le rang de quasi-légende. Désormais, elle fait une forme de politique par le chant. Elle se veut perçue d'une certaine façon comme une personnalité des droits civiques. Ses emprunts restent polémiques. Par exemple, le dernier vol, comme je signalais, de Kélis, mais elle reste une femme riche en créativité. Voilà ce que j'avais envie de dire sur Beyoncé. Continuez à l'écouter. C'est une femme formidable. Mais je pense que comme toute personne, il y a toujours deux faces et qu'il faut analyser les deux faces. Merci. Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez correctement. Ça va? Ok. Parce que j'ai pas une voix très forte. Je suis Vincent Frédéric Colombo. Je suis cofondateur de La Créole, qui est un collectif pluridisciplinaire qui est né déjà d'une rencontre artistique avec Fanny Viguier, qui est une photographe avec qui ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît, ça fait bientôt 9 ans qu'on a commencé à travailler autour de l'identité créole. De base, c'était un projet photo qui s'appelait Creole Soul, qui était une espèce d'introspection qui m'était beaucoup personnelle, en fait, qu'on a travaillé ensemble et qu'on a mis en image avec ce projet qui s'appelait Creole Soul, qui a pas mal évolué entre 2014 et 2016. En 2016, on avait fait un voyage en Guadeloupe également pour essayer de recentrer notre sujet sur un territoire qui nous inspire et d'où je viens, tout simplement. Qui a évolué en 2017. Entre 2016 et 2017, en fait, on avait gagné un prix à la bourse. Comment ça s'appelle Attendez, comment ça s'appelait encore?
j'oublie le nom, c'est magnifique, qui était un concours photo en tout cas qui nous a permis d'être exposés dans les couloirs de la BNF pendant 3 mois, donc la Bibliothèque nationale François Mitterrand. Et on a été primé coup de cœur du jury dans la photo mode avec cette série qu'on avait commencé en 2014, qu'on avait poursuivi en 2016 avec un voyage en Guadeloupe. C'était un projet qui était un peu en dilettante en fait. On avançait petit à petit avec des productions vêtements que je commençais à faire parce que j'ai commencé à avoir un peu l'idée de faire une marque de vêtements. Je commençais à postuler pour des concours et en fait c'est un peu né aussi en même temps d'un rejet que j'ai eu dans une école où j'avais proposé à Duperré en licence pro déjà dès lors de l'entretien un peu une amorce de ce qu'allait être Créole qui est la marque que j'ai lancée il y a presque 1 an et demi. Et en fait, je commençais à proposer déjà des premières propositions de vêtements. Enfin, j'appelais ça plutôt des solutions de mode plus que vraiment des collections, qui étaient déjà des premières pistes. Voilà, donc en gros, on a évolué avec des créations qu'on faisait petit à petit, enfin que je faisais petit à petit et qu'on mettait en image. Donc on a eu ce prix pour la Bourse du Talent, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle, qui nous a permis d'être exposés à la BNF. Je crois que ça a voyagé également à Lille et à la Maison française, à l'Alliance française de la culture en Italie. Mais nous, on n'était pas là, donc en gros, les photos ont voyagé pour nous. Et en fait, on n'a pas voulu s'arrêter là et j'ai amené à Fanny l'idée de se dire pourquoi on n'essaie pas de faire encore un projet qui continue, qui n'est pas que plastique comme on l'a fait jusqu'à présent et qui aiderait aussi à pouvoir montrer un spectre un peu plus large de l'incarnation des êtres créoles. Même si on travaille beaucoup sur l'identité masculine, parce que pour moi elle est pas mal invisibilisée en fait dans les cultures créoles, parce qu'on met beaucoup, c'est des sociétés matriarcales, même si elles sont très machistes, mais on met beaucoup en avant la femme dans le vêtement, dans le bijou, dans la danse, dans le chant aussi. Et je trouvais qu'en fait les garçons, enfin, on n'était pas trop présents, même s'il y a plein de choses où on existe, mais voilà. Et en fait, on a travaillé une autre expo qui s'appelait Creole by Creole Soul, qui était une espèce d'amorce détournée d'un lancement de marque de ma part. Et on a fait un vernissage. Et pour le vernissage, on se disait c'est bien d'accompagner les images avec un peu de musique pour contextualiser un peu l'idée de l'identité culturelle que l'on défend. Donc en gros, pour ce vernissage, on a eu Crystal Mess, qui est DJ productrice, qui a des origines antillaises et africaines, qui a grandi en France et qui était là un peu en maîtresse de cérémonie pour accueillir ce vernissage. Et en fait, c'est devenu un gros turn-up. Il y a plus de monde qu'on ne pensait, il y a même les flics qui ont débarqué, ils ont failli arrêter la musique, enfin voilà. Je pense qu'il y avait trop de noirs dans le marais, donc ils se sont un peu dit qu'est-ce qui se passe. Heureusement, on avait demandé une autorisation préfectorale, donc on n'avait pas de problème, on était dans les règles. Et en fait, il y a plein de gens pendant cet événement qui nous ont dit « Mais vous faites souvent des événements, c'est trop cool ce qui s'est passé, est-ce que vous avez une récurrence dans vos événements ?» Et en fait, on s'est dit ben, « Pourquoi pas, peut-être pour continuer à développer le projet artistique, peut-être de lancer une soirée pour nous aider à avoir des sous pour continuer le projet. » Donc ça a vraiment commencé comme ça. De base, c'était de travailler sur un positionnement musical qui met en avant, enfin déjà par le nom, parce qu'on a déjà le projet qui s'appelait Creole Soul, l'idée de la marque était créole, et on s'est dit pourquoi pas trouver une espèce de jonction entre les deux qui était la créole, et qui est une manière détournée également de présenter l'idée d'une culture par un bijou, parce que les gens connaissent plus le bijou, la dénomination d'un bijou, que la culture, et les langues et tout ce qui en suit. Donc on s'est dit, on va appeler cette soirée la créole, et en fait on allait avoir cet élément récurrent dans tous les visuels de créole qui apparaissent sur les oreilles de tous les modèles, sur tous les flyers. C'est un peu notre ligne directrice. On a voulu également, par le projet au tout début, sachant que l'idée de la culture créole, c'est un peu cette culture de l'exotisme de l'ailleurs, donc on voit toujours quelque chose de très coloré, très chatoyant, on met toujours une femme en avant, parfois aussi dans l'idée de la communication des soirées antillaises ou
afro-caribéenne, on a souvent une fille quasiment à moitié à poil aussi sur un visuel. Donc on veut aussi essayer de mettre aussi un homme à la place pour essayer d'amener aussi une lecture différente iconographique pour déconstruire en fait iconographiquement en fait ce que les gens s'attendent à être servis autour d'une soirée dite créole. Et en même temps, de faire le constat que comme quoi les musiques et les sonorités créoles sont nées dans des territoires qui sont pour beaucoup isolés, pour beaucoup qui ont développé des courants musicaux qui sont devenus mainstream par la suite, pour ne citer que la dancehall, le reggae, le zouk, le compas, la soca, s'il y en a qui connaissent, entre autres. Et de se rendre compte aussi que dans nos diasporas, il y a d'autres courants qui ont apparu en dehors de nos territoires, comme le UK Funky, comme le grime, comme le rap qui est né en plus pour beaucoup, et on le sait très peu, le rap et le hip-hop sont nés par les diasporas jamaïcaines aux États-Unis, qui se sont inspirés beaucoup de la dancehall et du reggae. Donc de se rendre compte en fait, de faire une espèce d'état des lieux d'où les diasporas afrodescendantes et également caribéennes, enfin créoles pardon, pas que caribéennes, ont pu influencer la musique d'aujourd'hui sans et même par exemple la techno, c'est né par des communautés LGBT aux États-Unis également, noires. Et en fait de comprendre que une grosse majorité de la musique que l'on écoute actuellement, même si on a l'impression qu'elle est devenue plus d'une couleur que d'une autre, sont pour beaucoup dans la contribution des diasporas afrodescendantes et également des diasporas issues des communautés créoles. Et en fait, c'était de se dire, pourquoi pas créer une soirée qui permet de réunir toutes ces sonorités et d'en faire un hommage à toutes ces contributions humaines et artistiques, à tous ces mélanges qui ont pu s'opérer à travers le temps et qui continuent encore à s'opérer, pour célébrer grossièrement en fait les musiques issues du métissage, aussi bien dans les territoires qui ont été colonisés que dans les territoires où ils se sont épanouis par la suite à travers le monde. Donc en gros l'histoire de la créole c'est un peu ça. C'est souvent on n'a pas forcément beaucoup eu le temps de pouvoir l'expliquer de manière très triviale. Même si on se défend à chaque fois quand on a une prise de parole lors d'interviews ou de conférences ou autres, de pouvoir recentrer aussi ce qui nous a inspiré, tout en n'oubliant pas aussi des personnages assez importants pour nous, comme Édouard Glissant, qui pour nous est un peu un maître à penser en fait, sur notre philosophie autour de notre approche artistique et musicale. Même si lui, il a travaillé de manière très littéraire et académique, mais d'essayer d'être un peu des nouveaux ressortissants de cette pensée dans le monde d'aujourd'hui, à travers un média et un médium qui est la musique et les soirées, et de pouvoir s'amuser à déconstruire les clichés auxquels on s'attend en se disant, enfin surtout même les premières soirées qu'on les a faites, les gens se sont dit, ah bah tiens, une soirée la créole, c'est forcément une soirée zouk dancehall. Voilà, et de comprendre qu'en fait on peut passer aussi bien de la techno, qu'on peut passer aussi bien du UK funky, du baile funk, du soukous, de la mapiano. Enfin, il y a un spectre musical qui est tellement large et tellement riche en fait qui ressort de toutes les contributions humaines et créatives qui ont pu jusqu'à aujourd'hui amener la musique comme elle est aujourd'hui et qui continue encore à s'étendre. Quand on voit aussi l'expansion du chata, par exemple, qui commence à prendre une certaine envergure déjà avec des chanteuses comme Shannon ou Maureen qui deviennent les figures de proue en ce moment de ce mouvement. Aussi avec le récent album de Aya Nakamura où il y a un titre qui justement reprend des rythmiques chata, donc même s'il y en a beaucoup qui décrit la présence de ce titre qu'on considère presque comme une démo pour les aficionados face à ce qu'on a l'habitude d'entendre par des artistes qui sont là depuis plus longtemps. Mais en même temps, c'est quand même une manière de pouvoir valider à l'international des rythmiques qui viennent aussi de territoires insulaires qui sont la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion,
Maurice, qui sont également la Guyane, qui ont des sonorités et qui développent des sonorités comme telles, et qui manquent souvent de validité, d'approbation et de crédibilité auprès d'une industrie qui est tellement riche. Donc, d'une certaine manière, Aya aide aussi à pouvoir visibiliser à l'international ces artistes. On peut aussi remercier des maisons comme Mugler qui ont, dans leur musique de défilé, utilisé des artistes comme les musiques de Maureen et Shannon pour illustrer leur collection. Et j'ai eu le culot d'aller parler en plus au mec qui a fait les bandes son pour ces vidéos, qui est lui-même noir américain, qui n'a aucune connexion avec la Caraïbe. Il n'a aucune famille affiliée à la Caraïbe. Et lui a connu, via des amis qui sont caribéens, ces musiques. Et ça a été presque un coup de poker, en fait, de proposer ces musiques-là auprès de ces maisons. Et je me pose même la question si, potentiellement, la créole n'a pas eu une espèce d'incidence depuis 5 ans qu'on est présent, qu'on met aussi en avant ces sonorités, et qu'il y a beaucoup de gens du milieu de la mode, des cultures, des communautés LGBT qui sont très présents dans nos soirées, dans notre public, en plus de tout un tas de communautés qui se sentent à l'aise d'être avec nous pour faire la fête. Je ne sais pas si notre soirée a aidé de manière indirecte à pouvoir adouber et valider ce genre de propositions. Parce que je ne pense pas qu'il y a encore 5-6 ans, ça serait passé. Très sincèrement. Les musiques qui sont... en fait, qu'on regarde bien ce qu'on considère comme sonorité caribéenne qui est souvent appréciée, c'est la dancehall, le reggae. On a déjà vu des campagnes Kenzo qu'on peut être faites avec des rythmiques de baile funk ou bien des... Je crois que c'est Chanel qui avait fait un truc qui était un peu dans une inspiration dancehall pour une pub. Mais c'est des choses qui commencent tout doucement à arriver, progressivement, mais qui sont nécessaires. On a vu Beyoncé aussi par le passé sur son premier album avec Sean Paul faire cette fameux titre Baby Boy qui ont permis aussi de pouvoir asseoir des sonorités caribéennes dans la musique mainstream. Et c'est vrai que Beyoncé, dans son approche musicale, je vais faire des digressions comme ça, je me présentais la créole, quoique je ne me suis pas tellement présenté. Mais ce qui est hyper intéressant, c'est de voir que dans les sonorités que Beyoncé met en avant, même si je balance une lettre à la... comment on dit ça, une bouteille à la mer, sachant que Beyoncé a des origines haïtiennes du côté de sa mère, on espère qu'un jour elle pourra faire un titre potentiellement avec des sonorités compas. Je dis ça, je dis rien. C'est un de mes souhaits en tout cas un jour. Après, à voir comment elle arrive à le twister à sa manière, mais ça pourrait être toujours hyper intéressant. Parce que la communauté haïtienne est quand même l'une des plus grosses communautés créoles qui existent à travers le monde. Donc pourquoi pas un jour une musique un peu en hommage à ses origines lointaines haïtiennes. Et même par le passé, je crois que c'était sur son 2e album, elle avait fait un titre qui s'appelait Creole, qui était, je crois, que sur une version deluxe diffusée au Japon. Je ne sais pas si vous connaissez ce titre. Voilà. Donc elle a fait une chanson qui s'appelait Creole, déjà je crois que c'était en 2006, ouais. Et même encore récemment sur comment ça s'appelle j'oublie le nom de la chanson. C'était dans l'album Lemonade. L'un des premiers tracks, justement, elle parle aussi de ses... Voilà. Elle parle également aussi de ses origines créoles, mais qui sont plus affiliées à la Louisiane que Haïti. Mais elle devrait quand même assumer Haïti. Mais oui, c'est des choses qu'elle met de plus en plus en avant pour parler aussi bien de son identité noire, mais aussi de cette spécificité qui la compose aussi, qui est créole, même si elle ne sait pas parler le créole. Il y a une interview assez intéressante d'un journaliste français d'origine haïtienne qui justement commence l'interview en lui disant « ça passé », qui veut dire « est-ce que ça va ?»
Elle ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est assez gênant, mais bon. Mais après, elle explique que comme quoi elle a de la famille qui parle créole haïtien, mais elle n'en est pas assez proche. Et sa mère n'a jamais vraiment parlé créole avec elle. Et je crois qu'elle ne le parle pas aussi. Donc, ce qui fait que la transmission n'a pas pu se faire. Mais elle connaît un peu par réciprocité que le créole existe dans sa famille. Mais elle devrait s'en enrichir un petit peu plus. Je suis un peu ma surenchère. Mais oui, et dans la musique qu'elle fait, c'est vrai que ça fédère énormément. Enfin, depuis que moi je suis au collège, j'écoute, non, même depuis le primaire, j'écoute déjà les Destiny Child. J'ai écouté son premier album, je crois que j'ai fait chier mes parents pour avoir cet album à l'époque. J'ai saigné comme personne. Je pense qu'on était tous en train de les chanter à chaque anniversaire, à refaire un peu les chorés et compagnie, à s'échauffer dessus. Enfin, elle a toujours été présente, en tout cas dans l'environnement populaire, même si je pense que c'était plus certaines communautés qui étaient plus alerte à ce qu'elle proposait musicalement par rapport à certains médias ou certaines plateformes par rapport à sa musique. Et elle a progressivement pu infuser dans chacun de ses albums, chacun de ses titres, des choses qui devenaient de plus en plus personnelles et qui, même pour Who Run the World par exemple, qui reprenait un track qu'avait développé Major Lazer à l'époque, pour ne pas citer Diplo, parce qu'en fait, Major Lazer est un peu fondé par Diplo, qui avait fait un track qui s'appelait Pound the Floor, et qui reprend textuellement en fait la rythmique de ce track, même si elle a invité des danseurs zimbabwéens pour pouvoir accompagner la chorégraphie visuelle du clip, mais en soi, la chanson était inspirée d'un track qui était développé avec des Jamaïcains pour développer cette chanson qui est ultra impactante déjà sur les premières notes. Et même déjà, on commence à faire le ta 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 ta. Tout le monde commence à comprendre que c'est Beyoncé qui débarque, on est tous en mode militaire. Mais il y a quelque chose d'hyper fédérateur, d'hyper fort, d'hyper identifiable en fait dans beaucoup de ces tracks en fait, et qui sont pour les personnes qui aiment beaucoup danser, qui aiment beaucoup sortir en soirée. On sait que quand il y a un titre de Beyoncé, je sais pas si vous avez déjà été à la BBB par exemple, cette soirée un peu iconique à Paris de la communauté gay, mais pas que, mais gay, qui qui a toujours des grosses sessions avec des sons de Beyoncé, de Rihanna, de Ciara, enfin toutes les queens noires de la pop music. Chaque fois, donc c'est assez impressionnant souvent qu'on passe un titre de Beyoncé. C'est pas tout le club, mais il y a une bonne majorité de membres de la soirée qui refont les chorés des clips. Et c'est pas genre pour stigmatiser. Il y a vraiment des gens qui sont très fans de Beyoncé, qui refont les clips, qui se prennent pour Beyoncé. Enfin, il y a quelque chose où vraiment on se sent en pouvoir de son identité. Quand on entend un son de Beyoncé, on se sent présent et ancré dans le sol. Et, enfin, on a l'impression que la caméra est tournée vers nous, on est la star, et puis voilà. Et, et, euh, et c'est quelque chose qu'on retrouve également beaucoup aussi dans la culture ballroom aussi, dans le voguing. Je pense qu'elle en a inspiré beaucoup. Je pense qu'il y a beaucoup de thématiques qui ont dû se faire aussi dans beaucoup de balls qui s'inspiraient aussi directement et indirectement de Beyoncé et de certains clips qu'elle a pu faire, parce qu'il y a beaucoup de stylismes qui ont été hyper inspirés. Même il y a des clips aussi qu'elle a pu faire par le passé où il y avait déjà des vogueurs qui étaient déjà présents dans les danseurs. Bon, là, elle commence à le réaffirmer davantage avec le dernier album. Après, la ballroom n'est pas tellement contente aussi de ce côté. Bon, j'essaie de faire comme Madonna dans les années 90 en chantant pour vous, sans trop savoir si oui ou non ils sont intégrés dans le process, surtout pour la partie visuelle, parce que c'est bien gentil de mettre en avant des communautés, mais pas que de manière anecdotique. C'est vrai que dans beaucoup de tracks qui ont été faits, il y a des MC de la ballroom qui sont présents, ou il y a des sons qui sont samplés de producteurs de sons de ballroom, qui sont aussi des musiques qu'on passe beaucoup à la créole. Parce que c'est vrai que, bon, je vais peut-être pas expliquer, mais dans la créole, en fait, si on fait une espèce de gros topo pour
essayer d'avoir quelque chose d'identifiable. La créole, on imagine cette soirée comme étant un peu un son de système jamaïcain qui a rencontré une soirée underground berlinoise, mais en même temps, on se croit en même temps dans un bol et à la fois au carnaval. Je pense que ça vous parle. C'est à tenter. Et c'est vrai qu'on, nous, à la créole, c'était pas quelque chose de voulu. En plus, ça a beaucoup évolué de manière très organique à chaque fois dans beaucoup de choses que l'on a pu faire jusqu'à présent, même si on s'est beaucoup structuré aussi autour. Mais c'est vrai on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de gens de la ballroom qui viennent dans nos soirées. Il y en a qui sont devenus un peu des danseurs phares de notre soirée, avec qui on travaille, qu'on fait des tournées un peu qu'on est booké sur des festivals, qu'on fait des soirées privatisées pour des marques ou des choses comme ça. Ils sont avec nous parce qu'ils font aussi partie de ceux qu'on considère qui sont invisibilisés, même dans les sociétés créoles, parce que les rares moments où ils peuvent exister, il n'y a pas de souci, les rares moments où ils peuvent être un peu tolérés, même pas acceptés, mais tolérés, c'est pendant le carnaval. Parce qu'on sait très bien, enfin pour beaucoup, si vous avez peut-être déjà pu aller au carnaval ou vivre un peu le carnaval, la plupart des chorégraphes sont souvent des hommes gays. La plupart des costumiers sont souvent des hommes gays. Pas forcément au niveau de la musique, mais après, voilà. Le carnaval est quand même un rare moment où on peut être dans une espèce d'inversion des codes de la société, où on se dit que tout ce qui s'y passe reste pour le carnaval. C'est un moment de décompression de toutes les pressions sociales qui existent, tout en mettant en avant des éléments sociaux, politiques, environnemental. Enfin, le carnaval reste aussi un catalyseur en fait de tout ce qui se passe dans la société pour un peu le tourner en dérision sans forcément l'être. Mais ça reste quand même un moment qui est assez important et en même temps qui devient nécessaire. Parce que je pense que si on avait... c'est un peu comme les grèves, on va dire. Je sais que c'est un peu tendu en ce moment avec les réformes en ce moment, mais c'est vrai que le fait de pouvoir manifester qu'on est mécontent de quelque chose, ça aide aussi à pouvoir avoir une forme de bien-être dans la société. Puisqu'on ne peut pas rester que dans une forme de silence et d'asservissement au niveau du pouvoir. On a aussi besoin de reprendre le pouvoir par la rue. Et même dans le club également. Dans le club, on a besoin de pouvoir s'exulter par rapport à la personne que l'on est dans la vie. Et c'est vrai que le rôle de Beyoncé est aussi de pouvoir, de manière directe et indirecte, de pouvoir aussi nous aider à exulter de notre vie, de nos pressions, de nos angoisses. On peut vouloir l'écouter pour diverses raisons. Elle peut nous inspirer pour diverses raisons. Elle peut nous agacer pour diverses raisons. Mais en même temps, elle catalyse quelque chose. Et elle suscite souvent des réactions par rapport à tout un tas de problématiques qui se passent dans le monde dans lequel on est. C'est vrai que son concert à Dubaï, on se pose la question de qu'est-ce qui l'a motivé. On espère qu'il y aura peut-être une espèce de donation qui se fera, on ne sait pas. Bon, on imagine que déjà ça transite sur son compte en banque avant. Mais malgré tout, en fait, malgré la polémique, les plus grands fans en fait, ont surtout reconnu sa performance avec ses arrangements qui étaient exceptionnels sur des titres qu'on connaissait déjà et qui nous font redécouvrir encore ces titres de manière différente. Enfin, elle s'est inspirée de tellement de gens. Enfin, dans sa musique, on sait que stylistiquement, il semblerait qu'elle s'est déjà inspirée pas mal de chanteuses moyen-orientales. Aussi bien qu'elle essaie de mettre en avant des stylistes afrodescendants. Elle sait très bien, tout comme Rihanna, que le fait que quelque chose soit posé sur elle, ça devient une forme de validation au niveau du mainstream. Donc on ne peut pas juste nier le fait que tout ce qui passe un peu par Beyoncé, quel que soit le moyen dont c'est fait, ça soit que pour elle, mais c'est aussi pour les autres. Et c'est vrai qu'elle a vraiment cette logique de pouvoir donner une voix à ceux qu'on n'entend pas ou qu'on voit moins, même si pour ces tournées, on voit beaucoup qu'elle porte des fringues qui ont été customisées par des grandes maisons,
européenne, mais elle aime aussi pouvoir mettre des choses qui ont été créées par des jeunes marques, de jeunes créateurs qui sont souvent inconnus au bataillon, mais il y a quand même une équipe de source, une équipe autour d'elle qui permet de sourcer et d'identifier des, des savoir-faire, des idées, des talents pour les mettre en exergue. Même au niveau des copies qu'elle a pu faire, je sais qu'il y a il y avait la fameuse affiche d'une tournée qu'elle avait faite avec Jay-Z pour Mr. Mrs. Carter World Tour, qui est inspiré d'un film aussi que beaucoup de gens avaient totalement oublié. Bon, après, qu'elle n'ait pas vraiment annoncé que, malgré tout, le fait de limite ne pas le dire, ça fait que ça en fait parler aussi. Et c'est vrai que d'une certaine manière, en fait, le fait qu'elle remet en lumière des choses, en fait, ça aide aussi à pouvoir faire parler des intéressés, même si elle ne les crédite pas, un peu comme ce que Virgil Abloh faisait. Bon, ça c'est une parenthèse. Mais il y a quand même une logique de, même si ça passe par moi, on sait très bien que ça permettra de remettre en lumière d'autres. Et limite, en fait, elle préfère laisser les autres en parler à sa place. Donc c'est vrai qu'il y a quand même cette logique un peu des transvasements qui se passent, qui s'opèrent en continu. Après, ça fait du bruit, après on n'entend plus. Mais en même temps, ça peut remettre aussi en lumière dans la curation contemporaine et de la pop culture, en fait, d'autres référents. Enfin, si elle refaisait, par exemple, des visuels dans l'esprit de Malik Sidibé, on verrait très clairement la référence. Elle travaille beaucoup avec des équipes en fait qui sont noires. Et je sais par connaissance que la plupart des équipes avec lesquelles elle essaie de travailler, de plus en plus, elle le fait en essayant de savoir, même si c'est des grandes maisons, combien de personnes racisées travaillent dans les équipes. Je sais qu'elle est dans cette espèce de précision de savoir est-ce que ce qu'elle fait n'est pas que pour mettre en valeur juste un designer ou une marque qui est symbolique et connue, mais elle essaie quand même de savoir si dans les équipes il y a la diversité qui existe. Après, par un vécu personnel, en ayant rencontré Solange une fois, c'était un peu particulier, je pense que je ne raconterai pas tout le contexte, mais je me rappelle qu'en ayant croisé Solange en soirée, j'étais avec la chanteuse Kelela aussi, c'est une chanteuse américaine. Solange en tout cas, et après je cru comprendre que Beyoncé fonctionne beaucoup comme ça, elle ne voulait être approchée que par les personnes de couleur du staff. C'est une manière d'amener les choses. C'était à Paris, je précise. Et c'est vrai que ça m'a un peu choqué en disant non, je ne veux pas. Enfin, elle a très clairement dit, je crois qu'il y avait. Je ne situerai pas le contexte parce que ça paraît très bizarre. Mais en tout cas, elle avait été très clairement dire parce que quelqu'un les approchait, elle ne voulait être approchée que par les personnes de couleur du staff. Voilà. Donc je sais qu'elles sont très dans un esprit communautaire à fond. Ou en tout cas, elles essaient plutôt de mettre en avant plutôt les personnes racisées autour d'elles. Même si j'imagine bien que dans l'ensemble de la réalité, c'est pas totalement possible. Mais elle compose beaucoup avec ça. C'est vrai que nous, dans la créole, en tout cas, on n'est pas dans cette logique. Même si on a un nom qui peut prétendre à quelque chose de communautaire, on se renferme pas qu'à un entre-soi. Et c'est quelque chose que l'on prône, parce pour nous, on ne peut pas vraiment avancer si on se renferme. Donc on n'est pas dans une logique de se dire on veut revenir à une forme de ségrégation des communautés. C'est une mentalité qui, je pense, est plus américaine, anglo-saxonne que francophone. Et peut-être que ça fait aussi notre particularité de pouvoir se dire que pour aider à ce que les choses soient comprises, il faut aussi pouvoir le partager pour comprendre ce qu'il en est. En tout cas, comprendre nos réalités. Et de comprendre qu'on n'est pas juste des agitateurs, mais on est également un biais pour pouvoir laisser à penser que un monde meilleur peut se dessiner si on se comprend l'un l'autre. Et pas qu'en s'appréciant ou en plagiant. Bref, le concept est très large. Mais il faut quand même qu'on avance dans quelque chose qui est dans
la communication, la connaissance en fait. Et c'est vrai que dans le travail de Beyoncé, de plus en plus, on est vraiment dans un concept d'éveil, de conscience. Et même si elle se radicalise, mais en même temps, aux États-Unis, forcément, c'est en allant dans les extrêmes qu'on se fait comprendre et qu'on se fait entendre. Euh, Est-ce que forcément ça gêne les fans qui ne sont pas à l'image d'elle? Je pense pas. Parce qu'on reste quand même dans une logique de compréhension, d'acceptation et puis d'évolution. Peut-être qu'elle perd de l'audience avec le temps par rapport à ça, mais au final, on est tellement bombardé par sa musique dans tous les sens que même si on ne veut pas l'entendre, on l'entend. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais rajouter davantage. Je pense que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Merci à l'un et l'autre pour ces magnifiques interventions. J'étais passionnément attentif. Et là, on va passer à la séance des échanges. On va prendre le maximum de questions possibles adressées à tout le monde, hein. Des remarques aussi, s'il y en a. Et on va peut-être procéder par vague de 5 questions, si ça ne nous embête pas. Et Victor va vous faire passer le micro pour ceux qui veulent, pour celui ou celle qui veut lancer les hostilités. Merci beaucoup. Bonsoir. Tout d'abord, merci à tous les deux pour cette intervention. Moi, je voulais revenir sur... j'avais une remarque et une question. Peut-être d'abord la question. Beyoncé, elle a réutilisé sa chanson Break My Soul et des visuels inspirés du voguing pour une pub pour Tiffany's. Et du coup, je voulais avoir votre avis sur la question et comment la scène se positionne vis-à-vis de l'arrivée du capital et l'attrait du capital pour la scène, pour cette scène culturelle. Et ensuite, je voulais revenir sur la notion de vol et plus globalement du sampling dans l'industrie de la musique. Parce que, plus globalement, j'ai l'impression que c'est une technique qui est utilisée assez globalement par plein d'artistes, Tyler, j'ai l'impression, et même, c'est à l'origine du rap. Moi, j'ai une question. Est-ce que c'est vraiment du vol quand les artistes sont crédités? Parce que les sœurs Clark sont créditées sur Church Girl. Kelly, c'est un peu plus compliqué parce que c'est Pharrell, quoi. Et c'est son dos à lui, en fait. Hein. Mais même, après, il y a des questions, il y a des questions qui se posent et certaines interventions étaient pertinentes. Mais du coup, moi, ma remarque, c'était, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire cette critique à Beyoncé? Et, voilà, j'ai laissé la parole. Prochaine question ou remarque? Pour revenir à sa question également, moi, je voulais remercier déjà pour cette heure qui était quand même intéressante. Et vis-à-vis des vols également, surtout des références, il y a énormément de pop stars qui le font également. Par exemple, je vais citer, c'est des artistes blanches quand même, comme Miley Cyrus ou Dua Lipa, qui avaient des références par rapport à Madonna ou même SZA dans sa pochette d'album à Lady Di. Et on les reproche pas également, on les reproche pas ce vol, mais elle le crédite pas forcément. J'ai l'impression qu'aucun artiste finalement ne. Donc, est-ce que ce serait plutôt hypocrite de dire ça vis-à-vis de Beyoncé, alors que les autres ne le font pas? Et surtout qu'au final, après, c'est les médias qui le font à leur place entre guillemets. Du coup, je sais pas si ça fonctionne également. Ce serait pour voilà. Bonsoir. Merci à vous. Je pense que ce que ces messieurs veulent dire, c'est que la question du sampling dépasse largement Beyoncé. Beaucoup de gens samplent, personne ne cite personne, donc c'est pas spécifique à elle. Voilà. Ceci dit, ça peut rentrer dans le cadre de ce que vous avez dit sur elle en général, la démarche globale. Et maintenant, pour revenir au sujet de cette session, vous, sur la base de votre connaissance de la personne, comment vous la situez dans sa démarche de représentation? Est-ce que si vous deviez juger la dose de sincérité et la dose de calcul
selon vous, chez Beyoncé, qu'est-ce qui prédomine? Est-ce qu'elle est à la moitié? Est-ce qu'elle est rusée? Ou est-ce qu'elle est un ange déguisé en star de musique? Voilà. Merci à vous. Bonsoir, merci encore pour vos interventions. Juste une question sur le mot opportunisme. Je crois que je le comprends pas trop. Peut-être parce que je suis trop pro Beyoncé et que du coup je vois trop un jugement un peu péjoratif derrière. Et j'avais aussi une question. Quand on parle de Beyoncé et de sa figure, j'ai l'impression qu'il y a deux choses qui se posent, mais ça rejoint un peu la dernière question qu'on a eue. Entre Beyoncé qui visibilise, comme on l'avait dit dans la deuxième intervention, des communautés minorisées et racisées, et Beyoncé comme appropriation culturelle finalement. Et du coup, mais encore une fois, c'est un peu la dernière question, comment est-ce qu'on peut se placer derrière ça en fait? Voilà, merci. Une dernière question pour cette première série. Merci. Bonsoir. Moi, je cherchais à savoir, parce que la culture, techniquement, c'est quelque chose qui est très large, donc qui est ouvert à tous, donc on peut s'en imprégner. Mais quelle est la limite entre du coup la culture et l'appropriation culturelle? Parce que je trouve ça très fin. Et à l'avenir, que ce soit par rapport à Beyoncé ou d'autres artistes, je pense que c'est important de le savoir et de le comprendre. Donc je sais qu'il n'y a pas de limite, mais au moins savoir quels sont les critères à prendre en compte pour les différencier à l'avenir. Voilà. Merci. Bah, à vous. Alors, je vais peut-être commencer sur le sampling. Globalement, c'est une pratique culturelle qui s'est beaucoup développée aux États-Unis, beaucoup par les communautés noires, qui se sont beaucoup cristallisées par des courants comme le hip-hop, qui en soi par moment est assez touchy. Parce qu'en fait, on considère qu'un sample, ça correspond au nombre de mesures ou de temps d'une musique qui a été réexploitée par rapport à l'œuvre originale. Et aussi peut avoir ce qu'on appelle des interpolations qui justement ressemblent à la musique originale, même si elle n'en a pas toute la structure. Et en fait, c'est vrai que dans l'industrie musicale, je pense qu'on le constate beaucoup depuis au moins ces 20 dernières années, on ne se renouvelle pas beaucoup. On s'inspire beaucoup de choses qui se sont déjà faites, donc en gros qui restent beaucoup dans l'inconscient collectif, pour essayer de faire émerger des artistes du paysage, même sur des générations qui n'ont pas connu les œuvres originales. Et en fait, c'est quelque chose qui se fait beaucoup en fait, depuis pas mal de temps. Je pense que depuis les années 90, énormément, enfin, ça se ressent beaucoup. Et ça a pu se faire aussi de manière aussi, même qu'on n'appelait pas ça forcément du samplage, mais des réadaptations de musique qui se faisaient aux États-Unis, qui étaient reprises en Europe et qui étaient chantées dans d'autres langues. Donc c'est des choses qui existent depuis, même depuis les années 60 même, grossièrement, et qui font que chacun connaît un peu une version un peu déformée. Et c'est vrai qu'on n'a pas toujours les références originales. Donc ce qui fait qu'on joue là-dessus pour pouvoir percer. Par rapport à... je crois que j'ai répondu presque à 2 questions, comme ça. On avait la logique de l'appropriation et de la culture. Souvent, on considère que ce qui est une réappropriation, c'est de reprendre des éléments culturels qui ne font pas partie forcément de notre environnement premier et qui sont inspirés on va dire plutôt par appréciation, mais sans prendre en compte la mesure que les bénéfices reviennent à la culture première. Donc la culture, normalement, c'est quand même quelque chose qui est un peu un fait social, géographique, qui émane d'un groupe de personnes, qui est clairement identifié, et qui peut évoluer forcément avec le temps, mais en tout cas qui est clairement identifié. Et c'est vrai que l'appropriation, ça serait plutôt, et ça on le voit beaucoup dans la mode, c'est de reprendre des éléments juste par esthétisme et de le décontextualiser en le ramenant sur autre chose, sans citer l'œuvre originelle, quitte à la dégrader, pour en faire quelque chose qui commercialement profite
à celui qui l'a transformé, sans jamais en faire bénéfice aux cultures premières. Alors, moi, dans ma thèse, j'ai littéralement dit que Beyoncé volait. Voilà. Parce que ce n'est même pas de moi. Moi, lorsque je fais un travail, lorsque vous dites quelque chose comme ça, vous mettez des guillemets. Donc, vous citez un texte. Personnellement, ce sont des personnes qui disent que Beyoncé a volé leur travail. Ce n'est pas moi qui considère qu'elle vole. Moi, je vous ai dit, je ne fais pas partie de la Beehive, j'étudie un travail, etc. Beyoncé a énormément de polémiques, mais qui ne sont pas mises en avant dans les médias parce qu'elle est aussi très plébiscitée. Mais lorsque vous fouillez certaines polémiques, il y a beaucoup d'artistes qui se plaignent depuis des années de ce que Beyoncé ne les crédite pas. Donc, et puis je pense qu'en toute honnêteté, la première chose que j'ai appris lorsque j'ai fait de la recherche, c'est de citer les auteurs. Si je m'approprie les propos d'un individu et que je mets tous les propos de cette personne dans mon travail, je plagie, je n'ai pas ma thèse. Et je risque gros. Et c'est une forme d'honnêteté aussi qu'il faut dans le monde musical. Si on emprunte à des personnes, à des pairs d'autres artistes, des textes, des chants, il faut le dire. Il faut le dire. Il ne faut pas laisser les artistes se lever un bon matin et découvrir sur TMZ un débat sur leur compte. C'est simplement ça. Donc, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y a le fait de Kélis, mais j'ai cité dans ma thèse au moins 2 ou 3 éléments similaires des artistes qui se sont levés un bon matin et qui ont découvert qu'il y avait des chansons, des parties de leurs chansons qui avaient été dernièrement, par exemple, je sais pas si vous connaissez le rappeur Future. Future a fait des déclarations en disant que Drunk to Love, c'est lui qui a composé Drunk to Love. La journaliste a insisté 2 fois de suite. Est-ce que vous avez été crédité? Il n'a pas voulu répondre. Drunk to Love est une chanson qui est dans son album, je ne sais plus lequel, mais elle n'a jamais dit que c'était Future qui avait composé la chanson, que c'était Future qui lui avait donné la chanson. Future ne touche pas un radis pour cette chanson. Absolument pas. Donc c'est simplement ce genre de choses. Moi je pense qu'après on peut dire ce qu'on veut dire, mais je pense que c'est un peu un jeu ingrat. C'est une grande artiste, elle a les moyens d'écrire de très belles chansons, elle a donné énormément de chansons, voilà, mais il y a aussi des moments où elle fait un peu à sa guise, et il faut aussi le dire. Moi, dans mon travail, j'évite le déisme, de voir qu'un artiste est tout puissant et parfait. J'ai essayé dans ma thèse, avec toutes les figures proéminentes que j'ai étudiées, de voir la part d'ombre et de lumière. Et ça, c'est quelque chose que souvent, on ne veut pas l'admettre. On dit, mais Beyoncé, des fois, s'approprie des éléments qui ne sont pas à elle. Elle ne le dit pas. Maintenant, j'ai beaucoup aimé ce qui vient d'être dit. Le fait parfois de ne pas le dire est une forme aussi, permet aussi à des œuvres de revivre. C'est vrai. Ça permet aussi à certains artistes de se dire, mon œuvre ne mourra pas. Si Beyoncé reprend une de mes chansons, c'est sûr que je vais encore exister médiatiquement. Mais ça, c'est à voir. Il faut voir si elles sont vraiment payées. Il faut voir le cachet que ces artistes reçoivent. Ça, c'est tout un... il faut le voir. Et ça, il n'y a jamais de débat là-dessus. Mais je m'appuie vraiment, le mot vol, il n'est pas de moi. Il est vraiment issu d'artistes, de créateurs. Par exemple, dans Formation, je pense qu'il y a une partie qui commence par, excusez-moi, par une injure BI qui finit par voilà, Airbag, by popular demand. Il y a une fameuse, voilà, elle prend un fait qu'elle met, elle n'a pas demandé l'autorisation pour ça. Et ça, il y a beaucoup d'éléments qui sont comme ça. Et là encore, je pèse mes mots, je pense que c'est celui-là. Aussi, il y a beaucoup d'autres éléments comme ça qu'elle prend et mais elle le fait bien. C'est ça que je disais. Elle le fait bien.
Elle ne le prend pas pour enlaidir. Elle ne le prend pas pour salir. Elle le prend vraiment parce qu'elle estime que dans l'œuvre, dans ce qu'elle est en train de faire, ça va améliorer, ça va servir à sa créativité. Ça, c'est sa force. Elle n'est pas dépourvue de créativité, mais elle prend ces éléments parce qu'elle trouve que sur le moment, ça va l'aider. Et l'autre question, est-ce que Beyoncé, ange ou démon? Beyoncé, ça c'est une question que chacun, c'est à titre personnel, chacun a sa réponse à ça. Moi je pense qu'il y a quelque chose qui a été dit aussi tout à l'heure, pourquoi Beyoncé se communautarise de plus en plus, pourquoi est-ce qu'elle devient de plus en plus un petit peu pro-black. Il ne faut pas oublier que Beyoncé a un époux qui s'appelle Jay-Z, qui est quand même dans le circuit depuis un bon moment, qui est le patron de sa boîte et qui a lancé énormément d'artistes, dont Rihanna. Il ne faut pas oublier que Jay-Z est très, très, très cimenté dans la culture afro-américaine et que l'un des objectifs de Jay-Z non dissimulé, c'est de faire en sorte que plus il monte haut, plus il monte aussi une forme de nouvelle élite noire. Donc Beyoncé est mariée quand même à un gars comme ça. Donc tous les jours, quand elle rentre à la maison, elle a ce mari-là. Et c'est devenu c'est ce qu'on appelle le Black Power maintenant. On est ensemble, on a un objectif à atteindre. Ils ne vont pas divorcer comme ça, les deux. Hein. Non, non, ils ne se le cachent même pas. Ils travaillent aujourd'hui consciemment pour une nouvelle élite noire, Black Excellence, pour faire en sorte que leur musique, leurs affaires, leurs contrats favorisent d'abord les Blacks. C'est leur communauté. Ils ne le font pas parce qu'ils n'aiment pas les autres communautés. Je ne suis pas en train de dire n'écoutez plus Beyoncé. Beyoncé aime tout le monde. Beyoncé n'a aucun problème avec ça. Elle n'est pas du tout... Mais simplement, il est vrai qu'il y a eu un virage qui s'est fait. À quelle faveur, on ne le sait pas. Mais moi, je pense qu'on minimise beaucoup la part de le jeu que joue son mari derrière. Et elle a cette influence-là aussi dans sa vie. Il y avait peut-être la question de l'opportunisme. Vous avez parlé d'opportunisme. Non, pas tout à fait, parce qu'elle a mentionné... Oui, parce que j'ai trouvé la question assez pertinente, parce que Pénélope, vous avez mentionné l'opportunisme en faisant référence à Greg Maxwell qui surfe sur une vague des missionnaires qui avaient déjà été enclenchés et dont l'appareillage médiatique avait déjà beaucoup fait référence. Et qu'elles disent I just quit my job, c'était une forme, pour vous, selon votre lecture, c'était une forme d'opportunisme. J'ai plutôt trouvé la question pertinente, justement, de revenir à... Beyoncé, c'est quand même, je sais pas si on m'entend, Beyoncé, c'est quand même justifié dans un album, enfin, pas dans un album, pardon, mais dans le magazine, dans un magazine, dans une interview. Je sens que dans l'époque, il y a un besoin de renouveau. Donc je pense qu'elle a, et ça rejoint, c'est de la stratégie, en fait, peu opportuniste. Mais même le nom de l'album, Renaissance, ça parle du monde occidental. Le changement des sociétés qui était entre le début de l'ère industrielle à l'ère moyenâgeuse. Enfin, là, c'est comme si on essaie de se renouveler par rapport à ce qui se passe. On change de monde qui était dans un côté très avec le monde sous Covid, parce qu'il semblait qu'elle a composé l'album pendant cette période. Enfin, tel qu'elle imagine un nouveau monde aussi. Donc il y a presque cette logique un peu presque de phénix qui ressort et qui est là pour un peu inonder le monde de sa musique. Alors, Beyoncé n'est pas une Illuminati. Je ne vais pas rentrer dans les débats d'Illuminati. Est-ce que c'est un ange, c'est un démon? Est-ce qu'elle est gentille, elle est méchante? La question ne se pose pas. Moi, je ne dors pas avec elle. Mais je pense que Beyoncé, aujourd'hui, c'est une artiste qu'il faut savoir ce que vous voulez, en fait. Il y a quand même une femme qui est, d'une certaine façon, qui est bicéphale. D'un côté, elle va vous parler sagement, mais en même temps, elle va quand même s'habiller d'une manière provocante. Elle va aussi jouer de ses charmes. Elle sait ce qu'elle fait, d'accord? Donc, c'est une femme très intelligente, très futée, qui avance aussi en fonction de ses agendas à elle, d'accord? C'est une femme d'affaires. Elle a des CD à vendre, des albums à vendre. Donc, je ne sais pas, moi, je ne dirais pas que c'est une artiste. Et c'est une artiste qui a maintenant plus d'une vingtaine d'expériences dans l'industrie musicale et qui a évolué dans l'industrie musicale. Et d'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, c'est elle qui a lancé
le groupe, les petites filles, comment ça s'appelle, Chloé et Ellie. Et lorsqu'elle lance Chloé et Ellie, elle dit, lorsque j'ai démarré, on m'a tout de suite formaté. Je n'ai pas eu le droit d'être moi-même. Je n'ai pas eu le droit d'affirmer mon style. J'ai envie de lancer ce groupe pour qu'elle puisse avoir leur propre style. Et effectivement, ça a dû marcher au début parce que ça vrillait à un moment donné. Mais au début, Chloé et Ellie avaient un style absolument très épuré et un petit peu roots. Des cheveux des locks, un style très jeune fille, etc. Maintenant, elles sont en train de se mainstreamiser et c'est une catastrophe monumentale. Mais en même temps, c'était quand même ça la base. Elle voulait absolument que... Elle avait un rêve, c'est d'être une artiste qui pouvait être elle-même. Donc, elle affirme, elle admettait donc qu'elle avait été, d'une certaine façon, voilà, elle avait été formatée. Donc, aujourd'hui, elle se rebelle un petit peu parce qu'elle estime qu'elle en a le droit. Elle estime qu'elle en a le droit et qu'elle n'a plus besoin de... Donc, il y a aussi opportunisme, oui, parce que... Non, mais bon, en même temps, quand on regarde bien, elle a aussi changé une partie de l'industrie musicale parce que c'est elle qui a changé les jours de sortie des albums dans l'industrie. Enfin, elle a changé le rythme de... Parce que normalement, je crois que c'était le lundi que sortaient les albums, maintenant les mardis, maintenant c'est les vendredis. Donc, elle fait mais d'une certaine manière, elle fait ce qu'elle veut en fait. Là, elle se joue carrément des codes qu'on veut pour un lancement d'album. Elle a lancé un album en l'annonçant presque par Vogue dans une interview. On a eu vite fait une vidéo qui a été tellement remixée pour essayer de créer un faux effet de clip par rapport à Break My Soul. Et parce que les gens attendent des visuels. Et en fait, elle nous laisse sur une fin en se disant « Vous verrez que pour le concert ». Donc on ne sait pas à quel moment elle va vraiment sortir les clips de son album. On ne sait pas si elle va faire tous les clips comme elle nous a habitués. Enfin, elle nous dit, mais en soi, vous allez vous aligner par rapport à ce que je fais, enfin, ce que j'ai envie. Donc, pour moi, elle joue carrément, elle se joue un peu en matrone, un peu en se disant, bon, ben, j'ai envie de faire les choses comme ça, ben, vous suivez, en plus, vous allez suivre. Je pense qu'elle n'est pas si puissante que ça. Ne me lapidez pas. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'il n'y a aucun artiste qui est tout puissant. Je pense que les artistes sont créés par une demande. Les artistes sont maintenus là par une fanbase. Et je pense que Beyoncé est ce qu'elle est à cause et grâce à ses fans. D'accord ? Mais elle est aussi là, pourquoi ? Parce que quelque chose qui a été très bien dit, les chants de Beyoncé, les musiques de Beyoncé, il y a quelque chose de fédérateur. Donc, chacun d'entre nous ici, on a plus ou moins une histoire avec Beyoncé. Une petite histoire, une chanson comme ça qu'on a d'elle qui nous a peut-être porté, qui nous a peut-être touché. Donc il y a quand même ça, cette fanbase qui se dit on est toujours avec elle, on va la soutenir. Mais je pense qu'en ce moment, moi ce que je vois maintenant, c'est pas les tentatives d'une femme qui est vraiment toute puissante. Elle a peut-être, je sens maintenant un peu de fébrilité, j'ai maintenant l'impression qu'elle se dit je risque de passer, il y a une autre génération qui arrive. On a par exemple la petite Chloé qui est en train de venir très très fort, même si c'est un petit peu exagéré. On a d'autres artistes qui arrivent et qui montent. Et je pense qu'elle est en train de sentir que le vent tourne et elle veut maintenant passer un peu à autre chose. Mais ça reste une femme très forte. C'est pour ça que je disais qu'aujourd'hui, elle ne s'intéresse plus à faire de la musique Beyoncé. C'est plus ça qui l'intéresse. La musique est devenue un prétexte pour passer un message. C'est plus ça qui l'intéresse du tout. Elle ne s'intéresse plus à faire même les concerts. Je ne pense pas que ce soit ça qu'elle cherche en ce moment. Je pense que ce qu'elle cherche en ce moment, c'est de vraiment maintenir cette image de femme noire qui peut faire passer des messages et qui substantiellement sait qu'elle a une fanbase qui l'aide. Mais c'est plus une femme qui cherche à faire de la musique en soi. Je ne pense pas que ce soit ça. Mais je pense qu'il y a un peu de fébrilité derrière quand même maintenant parce que maintenant elles sentent que l'âge arrive, d'autres priorités arrivent, etc. Ça, c'est mon interprétation. Moi, je trouve qu'elle s'affranchit quand même de pas mal de codes, en tout cas malgré tout dans la communication. Pour moi, elle est un peu comme Mylène Farmer. Elle n'a que quelques rares moments de positionnement public où elle explique ce qu'elle fait, ce qu'elle est. Mais après, malgré tout, elle va toujours essayer de faire un documentaire
pour elle donner sa vérité, même si c'est pas forcément la vérité auquel les gens s'attendent, mais elle aime beaucoup raconter son succès, raconter sa vision. Elle a un gros storytelling à chaque fois, où elle essaie quand même de remettre un peu en perspective que les gens n'arrivent pas à percevoir à chaque fois. Parce qu'on aimerait forcément qu'elle fasse des conférences de presse. Elle s'en fout des conférences de presse. Pour elle, elle se dit, je suis une artiste, je fais mon art, les gens me voient pour ça. Donc je n'ai pas besoin de devoir justifier de ce que j'ai fait, même s'il y a des polémiques qui s'enveniment et compagnie. Mais à chaque fois, elle arrive toujours à nous reprendre par les sentiments, à chaque fois en ressortant une petite vidéo. Même s'il y a beaucoup de fans qui essaient de faire des analyses vidéo, et je vous conseille de suivre Music Feeling sur YouTube, qui a fait de très très bonnes analyses aussi bien sur Beyoncé que sur Destiny Child. Et même, je sais pas s'il a déjà fait une vidéo sur Jay-Z, mais c'est pas grave. Mais qui explique un peu plus dans les contextes, même si ça reste un peu des extrapolations de ce qui potentiellement est la vérité, des bruits de couloir. C'est comme en ce moment, il y a une espèce d'ancien garde du corps qui vient dire que comme quoi, soi-disant, Beyoncé se drogue depuis des années, qu'elle est sous emprise de je sais pas quoi, qui surfe sur des on-dit qui existent depuis longtemps, donc il apporte rien de nouveau. Donc elle a ce côté un peu intouchable, un peu impalpable, presque comme une déesse, parce qu'elle se préserve simplement d'une réalité qu'on lui projette pour vivre sa réalité dans son coin. Elle ne sort que quand il faut, quand elle a besoin de faire sa thune, concrètement. Même si elle prend plaisir, je pense, à quand même performer devant les gens, de pouvoir s'exprimer autant dans ses performances vocales que de pouvoir collaborer, de mettre en lumière des artistes, même si elle ne les rencontre jamais. Après, c'est sa manière de procéder. Parce qu'en gros, on lui envoie les tracks, elle pose sa voix. Si elle veut modifier le truc et que la personne n'est pas content, on rallonge le chèque et puis la personne suit parce qu'elle se dit, bon, c'est Beyoncé, donc c'est adoubé. Mais il faut quand même... Enfin, elle a créé sa stratégie parce qu'elle sait très bien qu'elle a un niveau tel de popularité que même si elle descendait, même si elle descend, les médias lui donnera toujours la force d'une certaine manière. Les fans lui donneront toujours de la force. Et jusqu'à présent, elle n'a pas été suffisamment dans la sauce pour qu'on puisse vraiment l'achever, en fait. Donc, elle sait très bien qu'elle elle est un peu dans l'héritage de Michael Jackson, de Tina Turner. Elle sait très bien qu'en ce moment, on lui donne des faveurs que beaucoup d'artistes n'ont pas pu avoir dans l'histoire. Donc, en gros, elle réécrit sa légende. Elle écrit sa légende, tout simplement, sous nos yeux. Et même les Grammys, bon, même si on sait très bien que tous ces albums, je pense, sont tellement millimétrés et je pense qu'elle a une exigence assez forte malgré tout dans la prod et même dans la scène. Donc elle aide quand même à pouvoir mettre la barre encore plus haut que ce que les autres ont fait auparavant et peut-être essayer de prouver qu'elle peut avoir une longévité un peu plus forte. Bon, elle n'a pas encore le niveau de pouvoir dépasser Michael Jackson, mais au bout d'un moment, elle va bien devoir se retirer en fait de la vie artistique, de la vie publique, même si elle le fait déjà beaucoup, parce qu'on ne sait pas vraiment comment elle vit. Quand on regarde des fois des documentaires, on découvre qu'elle va souvent en Afrique, qu'elle va vraiment rencontrer les gens, elle a vraiment cette curiosité de rencontrer les gens. Après, qui, comment, pourquoi, ça c'est sa vie en fait. Après, donc, la vraie Beyoncé, mais la vraie Beyoncé, on la connaît pas. Elle est très timide. La vraie Beyoncé est réservée. Ça, c'est ce qu'elle dit. C'est pas du tout. C'est pas la Sacha Fierce qui est. Ouais, tout le monde connaît la Sacha Fierce qui est le personnage qu'elle a scéniquement. Elle aime être réservée, elle n'aime pas partager. Elle n'est pas expansive, Beyoncé. Elle a vraiment ce côté je me préserve, je préserve mon cocon parce que c'est ma vie privée. Elle a vraiment cette notion de vie privée qui est très forte. Et c'est vrai qu'il y a vraiment ce deux visages. Je pense que c'est une femme qui... Mais même, on oublie simplement la pression de la célébrité, en fait. C'est ça. Enfin, il y a plein d'endroits où elle peut limite pas aller parce que ça crée des mouvements de foule. Et c'est vrai que quand on a son niveau de notoriété qui dépasse simplement le fait de communauté, enfin, il y a plein de gens qui perdraient des moyens face à elle. Et je pense qu'elle-même, ça lui fait peur, en fait. Donc, je pense qu'elle préserve beaucoup sa vie par rapport à ça et que ça change par rapport à d'autres artistes qu'on a pu voir aussi bien monter très haut que descendre très bas ou faire des albums plus mitigés. Elle, à chaque fois, elle arrive toujours à faire un truc qui, même si ça peut toujours diviser, mais il y a toujours une espèce d'excellence, en tout cas dans la production,
qui n'est pas à cracher dessus, et même sur les performances à chaque fois, mais on se dit, mais jusqu'où lire? Moi, personnellement, après, ça se discute. Oui. Je pense qu'au niveau des performances, ces dernières années, je préfère la Beyoncé d'avant, un petit peu. Personnellement, je trouve qu'il y avait beaucoup de musique, beaucoup d'entrain. Mais dans les paroles, en tant que femme noire, je suis super fière qu'elle ait fait ce mouvement. Je suis super fière à chaque fois qu'elle prend position pour George Floyd, pour toutes les questions raciales. Je suis super fière pour ça. Elle n'a jamais... Franchement, on peut compter sur Beyoncé pour ça. Mais je pense qu'au niveau musical et artistique, on perd un petit peu une artiste. On est en train de perdre quelqu'un qui avait quand même... qui avait quelque chose, je pense. Je ne sais pas, mais c'est aussi les choix qu'elle fait maintenant... Ils sont stratégiques. Parce que justement, maintenant, c'est beaucoup plus les mots qui priment sur une forme de spectacle. Voilà. On n'est plus là dans une forme de performance. Voilà, elle ne veut pas nécessairement performer. Elle veut vraiment maintenant être, comme je disais tout à l'heure, écoutée. Donc, moi, à mon humble avis, je trouve qu'on perd un petit peu quelque part dans cette... Mais après, moi, je dirais que par rapport à certaines choses qu'elle a pu faire pour son premier album, je pense qu'il y a des choix qui maintenant sont beaucoup plus judicieux, plus fins, oui, ça c'est qu'auparavant. Parce qu'il y a certaines références, je pense qu'elle n'aurait peut-être pas remis en avant telles que maintenant. Et je pense aussi que le fait qu'elle devienne d'une certaine façon qu'elle soit sûre d'elle maintenant, elle ose maintenant aussi parler de certaines choses dans ses textes, des sujets qu'elle n'aurait jamais pu aborder il y a 10 ans ou il y a 5 ans. Donc il y a vraiment maintenant, à mon avis, il y a clairement, on est là en train de voir des plaques tectoniques là qui bougent. Et ce sera intéressant d'analyser dans 3 ans, dans 5 ans, ce que ça va donner. Est-ce qu'effectivement, il y a toujours cet engouement pour les achats de ces disques? Moi, je serais pour qu'on étudie le nombre de disques qui sont vendus maintenant en comparaison de disques, par exemple, qui étaient vendus il y a 5-10 ans. Est-ce que les gens ont toujours ce même engouement pour aller acheter finalement de la musique comme objet de maintenant? Voilà. Ce sera intéressant. C'est sur cette note qu'on va mettre fin à cette séance qui s'étend déjà au-delà du temps prévu. Ça a été un plaisir de vous avoir parfois dans cette salle tout au long de ce séminaire. Et merci.